sommaire de ce journal, la cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves démunis du district missionnaire de Daloa à l'initiative de l'église USO de la dite ville. Nous revivrons les temps forts avec Pierre Loy, notre correspondant. La traditionnelle mini-soirée prophétique organisée par la mission évangélique internationale de Cornerstone cadre a choisi Soweto dans la commune de Koumassi, district d'Abidjan. Au Cameroun, Maurice Kamto, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a annoncé hier sa victoire au cours d'une conférence de presse au siège de son parti. Et enfin, dans le cadre de notre dossier du mardi, la rédaction de Béni TV s'intéresse aux différentes étapes de fabrication du célèbre couscous ivoirien, l'atiéké. Voilà pour le sommaire de ce journal. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. Rendons-nous tout de suite dans la cité des Antilopes pour revivre la cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves démunis du district missionnaire de Daloa. Une initiative de l'église USO de Daloa, c'est au total une trentaine de kits scolaires qui ont ainsi été distribués. Pierre Loy. Ce sont au total 33 kits scolaires composés essentiellement des cahiers, livres et autres prises en charge complets du primaire à l'université d'un coût global d'1 210 000 francs CFA que les messagers de Daloa ont remis aux bénéficiaires en présence des parents et autorités régionales de l'Église. Les responsables Cradonal et le régional Kissi Vincent d'enseigner l'Église et sa chorale sur l'importance des œuvres de la foi. La foi a des œuvres. Sans les œuvres, c'est une foi morte. Et les messagers viennent de démontrer qu'ils sont de véritables enfants de Dieu. Je voudrais vraiment les encourager dans ce sens, afin que ces actions se multiplient. Tous les intervenants ont soutenu cette initiative de grande portée sociale et la veuve pasteur Ira, au nom des bénéficiaires, a traduit toute sa joie face aux actions de générosité avant de souhaiter sa pérennisation. En tout cas, ça m'a réjoui le cœur. Ça nous fait sentir que nous ne sommes pas seuls dans la maison de Dieu. Même si nos maris sont plus, qu'on a des frères aussi qui pensent à nous. Mais j'ai prié le Seigneur qu'un jour que Dieu suscite cela. Pour que nous autres, on se débrouille pour mettre les enfants à l'école, mais il y aura aussi d'autres après nous. Que l'Église pense à ça. Ce qui a commencé là, que nos premiers responsables prennent l'initiative. Dieu que nous adorons, ce n'est pas lui qui descendra, mais c'est ceux-là qu'il a sortis du monde des ténèbres, qu'il a fait de ses enfants, c'est ceux-là qui ont le regard vers ceux qui souffrent. Et donc, c'est un acte que l'Église doit prendre à bras le corps. Repartir en 3 groupes, ce sont les orphelins, les enfants des pasteurs et les nécessiteux issus du district missionnaire de Daloa. La chorale Les Messagers attend également les bonnes volontés afin d'intensifier ses actions d'évangélisation et de générosité. Restons à Daloa, mais cette fois pour parler de la première convention des femmes du secteur 1 de l'église des Assemblées de Dieu de la dite ville. Un véritable moment d'édification et de communion fraternelle pendant lequel les femmes en général ont été encouragées à imiter le modèle de la prophétesse Déborah. Cette première convention des femmes du secteur 1 de l'église des Assemblées de Dieu de Daloa a porté sur le réveil spirituel et la particularité dans les responsabilités. L'objectif de cette rencontre est d'entretenir la femme dans l'avancement de l'œuvre missionnaire en vue d'impacter son environnement par de bonnes œuvres. On avait notre mini-convention, Temple de l'Espérance et ses annexes à Daloa. Et c'est ainsi que j'ai obéi à la voix de Dieu. Et j'ai invité l'homme de Dieu qui n'a pas hésité et qui est arrivé. Et jeudi, nous avons commencé. Et Dieu nous a bénis abondamment. Dieu voulait que vraiment ses enfants soient restaurés. Et ça fait que les enfants sont contents, les femmes sont contentes. Aujourd'hui, elles retournent dans la joie. Quant au pasteur Elbaz, l'orateur principal de cette rencontre, à travers son message, il a souhaité que les femmes demeurent dans la fidélité de Déborah avant de les appeler à rester fermes dans la foi. Elles sont vaillantes, elles sont persévérantes, elles sont fidèles dans les réunions de prière en particulier.
chacune en son poste, les soldates, les nourricières. Vraiment, c'est merveilleux dans l'unité, ce que la femme elle peut déployer dans le royaume de Dieu et pour le royaume de Dieu et pour l'œuvre de Christ. C'est extraordinaire. En tout cas, on a appris beaucoup auprès de lui. Il nous a donné le thème sur Déborah, la vaillante femme, l'audace qu'elle a eue. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a donné encore le réveil. En tout cas, je souhaite que cela se répète chaque année. Pourquoi pas? Chaque année. Danse, louange, intense moment de prière pour la Côte d'Ivoire et échange de présents entre l'orateur et les responsables des sous-groupes AOC ont marqué cette première rencontre qui a vu la participation de plusieurs femmes venues des 8 paroisses du secteur 1 des Assemblées de Dieu de Daloa. De Daloa, cap sur Abidjan, plus précisément la commune de Koumassi, où s'est tenue ce week-end la traditionnelle mini-soirée prophétique organisée par la mission évangélique internationale de Cornerstone. Viens récupérer ta bénédiction, c'est la thématique au cours de laquelle les fidèles ont été exhortés. Reportage. Le temple de la mission évangélique internationale de Cornerstone s'est révélé trop exigu pour contenir le beau monde venu pour cette mini-veillée de restauration et de délivrance, tant à l'intérieur du temple qu'à l'extérieur, sous les abris bâches, comme à l'heure libre. Les fidèles chrétiens et leurs invités ont tout simplement vibré à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Le peuple de Dieu a été plongé au cours de ce programme dans l'adoration vraie, ce pour exprimer sa reconnaissance en la suprématie de son Dieu. Ce fut aussi l'occasion pour le premier leader de cette mission, le prophète Lori Guigui Israël, d'édifier l'auditoire sur le thème « Viens récupérer ta bénédiction », extrait de l'évangile selon Luc chapitre 7 versets 1 à 10. Le serviteur de l'Éternel a ainsi amené les enfants de Dieu à reconnaître les valeurs dans le Seigneur malgré les attaques du diable. C'est parce que c'est la valeur que tu as attaqué. Les bonnes choses sont toujours attaquées. Pourquoi? Parce que tu es considéré dans le monde spirituel. Si tu n'as pas de valeur, Satan n'a rien à foutre avec toi. Les démons n'ont rien à foutre avec toi. Les sorciers n'ont rien à foutre avec toi. C'est parce que tu as la valeur que tout le monde te poursuit, tout le monde te regarde, tout le monde te guette. Mais à partir de ce soir, Dieu disperse tous tes ennemis à partir de ce soir. Et tu peux entrer dans la cour des grands. Alléluia. Peu importe où tu es né, peu importe où tu habites, le quartier où tu habites ne donne pas forcément la grâce de Dieu que tu t'habilles. Je déclare sur ta vie ce soir que tu récupères toutes tes bénédictions. 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 Père, tu as rencontré ton salut ce soir. Parce que le nom de Jésus de Nazareth est un miracle pour toi ce soir. La phrase de Jésus de Nazareth est une source de bénédiction pour toi ce soir. Après la prédication de la parole de Dieu, le prophète Lori Guigui Israël a prié pour la délivrance spirituelle des fidèles qui ont alors reçu la visitation instantanée du Saint-Esprit. Ce programme de réveil spirituel de restauration a lieu une fois dans le mois à la mission évangélique internationale de Cornerstone qui existe depuis 5 ans. Célébration et réjouissance étaient au rendez-vous ce week-end à l'église baptiste missionnaire Vie Abondante de la commune de Port-Bouët dans le district d'Abidjan. Une cérémonie de reconnaissance à Dieu pour le diplôme de doctorat du révérend Kofi Amani ainsi que le don des fidèles à leur pasteur. C'est sur un air de la chorale Vie Abondante que la procession, composée uniquement de docteurs, à savoir Jean-Baptiste Nielbien, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu d'Atoban, parrain de l'événement, du docteur Ebele et du récipiendaire docteur Kofi Amani que cette célébration a débuté. Introduit après le discours cérémonial du docteur Alexis Yoboué, l'orateur, le docteur Ebele, a jeté les bases d'un homme de qualité. Pour moi, l'honoris causa, comme on le dit, est un diplôme de qualité qu'on donne à des hommes de qualité. Des hommes de qualité parce que certainement, ils ou elles sont rares.
À sa suite, le parrain de l'événement a expliqué que chaque année, une graduation internationale est faite au Malawi. Il continue pour dire que Gradle Afrique, dont il est le représentant en Afrique de l'Ouest, recommande à Cyprus International Institute University les personnalités ayant fait leurs preuves sur le terrain pour l'obtention du grade universitaire de docteur honoris causa. Mieux, au regard de ses multiples qualités, de la marque de sa rigueur, de son attachement aux valeurs du royaume de Dieu, dit-il, le révérend pasteur Amani Kofi de l'église missionnaire baptiste Vie Abondante a obtenu les faveurs du jury de la dite structure. C'est ce qui justifie la remise de ce diplôme. J'ai travaillé dans pratiquement toutes les institutions de ma dénomination et aussi dans la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Ce qui a permis certainement à ceux qui m'ont décerné ce doctorat de me nominer pour cette distinction. Est-ce que je l'ai recherché? Non, je n'ai pas recherché le doctorat honoris causa. Les fidèles de l'église missionnaire baptiste Vie Abondante de Port-Bouët ont offert plusieurs cadeaux à leur pasteur, dont un terrain de 500 mètres carrés plus une somme de 5 millions de francs CFA. Rappelons que cette célébration a été marquée entre autres par une série de prestations. Débutons notre tour de l'actualité africaine par le Cameroun où, suite à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier, marquée par une grosse abstention et quelques foyers de violence dans les régions du sud et du nord-ouest, la population est dans l'attente du décompte des bulletins de vote. Énorme abstention et quelques foyers de violence ont marqué l'élection présidentielle dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun, où les séparatistes armés ont montré leur volonté d'empêcher la tenue du scrutin. Selon une certaine presse locale, le vote s'est déroulé de manière pacifique et transparente. Le décompte des bulletins de vote pourrait prendre jusqu'à 2 semaines, ce qui inquiète certains Camerounais. Ça ne peut pas manquer, la faute ne peut pas manquer. C'est quelque chose qui est inhérent au Cameroun. Nous sommes habitués à la faute. Parce que quand on donne il y a 15 jours pour donner le résultat d'une élection, c'est pour dire que ça ne peut pas manquer. Parce qu'une élection, après 15 jours pour donner le résultat, n'importe comment, la fraude ne peut pas manquer. Non, il ne peut pas y avoir de fraude parce que tout s'est bien passé, on n'a pas eu à entendre de troubles ou bien... et même s'il y en a, il faudrait apporter des preuves de ça. Donc, on attend juste le résultat. Les opposants, Cabral Libi et Joshua aussi, ont fait allusion à une possible fraude et exhorté leurs partisans via Twitter à surveiller le décompte. Au cours d'une conférence de presse tenue après les élections, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a déclaré que les résultats reflèteraient un processus électoral libre et équitable. Toujours à propos de ce scrutin présidentiel camerounais, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, a annoncé hier sa victoire au cours d'une conférence de presse au siège de son parti. En ces termes, j'ai reçu pour mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré, le but a été marqué. Je voudrais remercier solennellement le peuple camerounais qui a démontré par son vote sa maturité, sa sagesse et son engagement en faveur du changement. Fin de citation. 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont été reçus par le président Joseph Kabila de la RDC. Un entretien qui a permis aux émissaires des Nations Unies de faire le point sur le processus électoral en cours dans ce pays. Monsieur le Président. Alors que les tensions sont palpables entre les autorités congolaises et les Nations Unies, le président Joseph Kabila a reçu samedi les 15 membres du Conseil de sécurité au terme de leur visite de 5 jours en RDC. Cet entretien a été l'occasion pour les émissaires des Nations Unies de faire le point sur le processus électoral en cours. Objectif principal de l'organisation, accompagner la République démocratique du Congo pour la tenue d'élections crédibles le 23 décembre. Nous avons marqué la volonté du Conseil d'accompagner la République démocratique du Congo sur le chemin de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Les élections du 23 décembre marquent une opportunité historique sur ce chemin. Plus tôt dans la journée, les 15 membres de l'ONU avaient rencontré l'opposition qui leur a demandé de ne pas céder au chantage à la souveraineté du gouvernement de Joseph Kabila.
Au sortir de la rencontre, le chef de l'État congolais n'a en revanche pas fait de déclaration. En Afrique du Sud, la porte-parole du président a déclaré ne pas être informée de la demande de limogeage du ministre des Finances. Selon elle, aucune information sur cette demande n'a été déposée. La présidence sud-africaine a déclaré ne pas être au courant de la demande du ministre des Finances d'être relevé de ses fonctions. Selon Kusela Diko, la porte-parole du président Cyril Ramaphosa, aucune information sur cette demande n'a été déposée à son bureau à ce sujet. Nous ne sommes pas au courant que le ministre Néné ait demandé à être relevé de ses fonctions, a-t-elle déclaré. Lala Néné, le ministre sud-africain des Finances, a révélé s'être rendu chez les Gupta la semaine dernière lors d'une enquête visant à déterminer si cette famille, amie de l'ancien dirigeant Jacob Zuma, avait influencé les nominations au gouvernement. La semaine dernière, l'ancien ministre relevé de ses fonctions en décembre 2015 par Jacob Zuma et reconduit le 1er octobre dernier a fait des révélations sur les collusions entre l'ancien chef de l'État et les Gupta. Ce dernier déclarait avoir été remercié à cause de son refus de s'engager sur certains projets qui, selon lui, auraient pu bénéficier à cette riche fratrie et à d'autres personnes alors très proches du président. Des déclarations qui l'avaient poussé à demander son limogeage. Des centaines de mineurs informels ont investi la forêt tropicale au nord du Mozambique avec en tête un seul rêve, extraire des éclats de pierres précieuses de rubis qui leur permettront de survivre dans ce pays. Dans la forêt tropicale au nord du Mozambique se faufilent des centaines de mineurs informels. Ces hommes bravent police et multinationales pour extraire des éclats de pierres précieuses de rubis qui leur permettront de survivre. L'exploitation de ce minéraire représente 80% de la production mondiale de rubis. Une richesse pour l'État, mais une épine dans les pieds de la population, traquée au quotidien par les autorités. Une influence qui n'a pas réussi à dissuader ces mineurs clandestins, car ici, la fièvre du rubis vaut bien celle de l'or. On n'arrêtera pas parce qu'on n'a rien d'autre. Il n'y a pas de travail au Mozambique. On est ici parce qu'on sait qu'il y a des rubis. Certains d'entre nous étaient des voleurs avant, mais après avoir trouvé des rubis, ils ne veulent pas retourner à leur vie d'avant. L'exploitation des rubis était encore très artisanale. En 2011, l'État du Mozambique s'est associé avec la compagnie britannique James Fields pour son exploitation avec des moyens modernes. Face à cette situation, les mineurs appellent le gouvernement à légaliser leur activité. On aimerait que le gouvernement autorise notre activité. On pourrait chercher des rubis ici et les vendre au gouvernement qui, à son tour, les vendrait à des pays étrangers. On ne veut pas être chassé avec des armes mises en prison. En ce moment, on travaille dur pour récolter assez d'argent pour payer pour la libération de nos amis en prison. En juin 2014, la première vente aux enchères de rubis du Mozambique a eu lieu à Singapour. Depuis 2012, le géant britannique James Fields a engrangé près de 350 millions d'euros. Robert Nzao Kisolo est un photographe congolais qui s'est assigné la mission de faire découvrir l'art culinaire de son pays à travers une exposition de ses œuvres. Regardez. Découvrir la République du Congo à travers l'œil d'un photographe. C'est l'objectif du Congolais Robert Nzao, connu pour documenter la vie quotidienne dans les rues de la deuxième ville du pays, Pointe-Noire. Une exposition en l'honneur de ses œuvres a récemment eu lieu dans la ville côtière, où il a pu exposer sa nouvelle série de photos, Madia Yabwala, qui signifie notre nourriture locale en langue Kituba. C'est incroyable, je ne pouvais pas me mettre à sa place parce qu'il a une imagination très très spéciale. C'est une très bonne illustration de notre culture. Surtout ce que Robert fait, c'est très intéressant parce qu'il met en valeur nos différentes cultures, nos différents produits. Avec ce projet, le photographe souhaite mettre en valeur des aliments traditionnels consommés dans le pays et que l'on retrouve rarement dans les hôtels 5 étoiles, tels que le fumbu, qui sont des feuilles de niétum, ou encore les tétés, qui sont des graines de courge. Madia Yabwala, les Congolais savent ce que ça veut dire. C'est la bouffe de chez nous, c'est la bouffe qu'on aime beaucoup, mais c'est aussi la bouffe qu'on ne veut pas voir dans nos restaurants de luxe ou encore dans nos hôtels de luxe. Donc il y a une contradiction là. L'idée qui m'est venue, c'est de valoriser notre nourriture, c'est de mettre notre nourriture de l'avant. Mais il fallait trouver un moyen pour le faire.
Et c'est pas toujours évident, sinon on prend de la nourriture, des fruits, on met sur la table, puis on prend une photo et puis ça passe quoi. Mais avec ça, c'était différent. C'est une nourriture qu'on aime, mais quand on est en ville, on ne veut pas voir ça. C'est très bien, il a bien réfléchi. Le fait de mélanger, de faire des photos des légumes et des personnes. Donc c'est un travail de recherche. Je dis bravo. Je voulais en fait qu'il puisse sortir de son espace, de son périmètre de confort pour pouvoir relever ce défi avec une nouvelle exposition, une autre vision et mettre en même temps en avant la nourriture de chez nous qui est très peu connue dans le monde mais de manière originale. Madia Yabouala est un projet différent de ce que le photographe a l'habitude de faire. Ce passionné de photos est surtout connu pour ses clichés de scènes de rue animées, des sujets photographiques précieux à explorer selon lui. Être photographe, c'est pas facile, mais voilà, il faut faire un choix. Moi, j'ai choisi, moi, je suis tombé amoureux de. C'est comme j'ai dit, cette envie de raconter, de montrer, cette envie de faire rire, cette envie de créer des émotions. Voilà, moi, cette envie-là, c'est la photo. La photo m'aide beaucoup pour ça. Et puis bon, c'est comme j'ai dit, hein, j'ai aussi appris à être patient, j'ai appris à observer, j'ai appris à écouter. Grâce à sa carrière florissante, Robert Nzaou espère désormais partager ses connaissances avec d'autres photographes en herbe. Il souhaiterait aussi sensibiliser les autorités de son pays à soutenir les artistes comme lui en permettant que de telles expositions soient fréquemment organisées sur le territoire congolais. Une initiative qui pourrait permettre de susciter des vocations. Aujourd'hui, mardi 9 octobre 2018, c'est la journée mondiale de la Poste. Un jour anniversaire qui marque la création de l'Union postale universelle à Berne, capitale de la Suisse en 1874. Ce jour a été déclaré journée mondiale de la Poste par une décision prise lors du congrès de Tokyo en 1969. Depuis cette date, à l'instar des pays du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre cet événement. L'Atiéké est un mets national qui a conquis le cœur de bon nombre d'Ivoiriens et même d'Africains au-delà des frontières ivoiriennes. Dans le cadre de notre dossier du mardi, la rédaction de Béni TV s'est intéressée aux différentes étapes de fabrication du célèbre couscous ivoirien. Notre équipe de reportage s'est rendue à Ompouto, au cœur même du processus de fabrication de l'Atiéké. Produit à base de manioc, l'Atiéké est l'un des mets les plus emblématiques de la Côte d'Ivoire. Et pour cause, ce couscous traditionnel est prisé par tous les Ivoiriens, toutes classes sociales confondues. À Ompouto, petite bourgade de la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, des femmes de l'ethnie Hatchan ont fait de la production d'Atiéké leur activité principale. Elles fabriquent et commercialisent cette semoule de manioc à l'aide de techniques purement traditionnelles léguées par leurs parents. Car chez les Hatchan, l'art de faire de l'Atiéké se transmet de mère en fille. À mes enfants, tous mes petits-fils, celle qui a tourné à Atiéké, c'est ma petite-fille. Tu vois, dans tout le monde là, ce sont mes petits-enfants. Lui, parce que c'est ma maman. Elle s'appelle Anne-Marie Diaby, elle ne vit plus. C'est moi qui ai pris sa place. Et maintenant, on est dessus. Et c'est une passion. Oui, on aime ça même. C'est quelque chose qui est venu, on peut dire que c'est resté dans la famille parce qu'on ne peut pas laisser. C'est votre culture. Oui, on ne peut pas laisser et on est dessus, ça va. Juste ça, arrière petits-enfants même peuvent prendre ça aussi. J'aime bien mon travail et j'ai aimé et je suis dessus. Pour ce qui est de la quantité, pour chaque production, tout est fonction des moyens disponibles pour l'achat des différents sacs de manioc. Voilà, c'est un bâché qu'on livre. Et souvent, c'est un sac qu'on prend à Djamé avec les Aoussa. Donc, vous pouvez prendre une dizaine de sacs comme ça? Oui, plus de... La semaine dernière, on a fait plus de 12 sacs. Voilà. Passé l'étape de l'achat du manioc,
Le manioc est découpé en morceaux, puis râpé et broyé. Après l'étape du broyage, c'est le pressage qui consiste à extraire toute l'eau contenue dans la pâte de manioc avant de la sécher pour obtenir une farine prête à être tamisée et débarrassée de toute impureté. On a plusieurs diamètres de tamis. En fonction de ça, on fait les grains. Agbogama, gros grains, petits grains et puis fin. Voilà. Mais quand on forme les grains, je précise que c'est au vent. Là, on enlève tout ce qui est fibre. Saleté, fibre dans le manioc à l'aide du vent. Dans le cas contraire, quand le jour, on sent pas qu'il y a, quand on sent qu'il n'y a pas le vent, on prend le ventilateur et puis on enlève tout ce qui est fibre. Nos grains d'attiéké ainsi formés sont mis dans une passoire sous laquelle se trouve une casserole pleine d'eau bouillante. C'est l'étape de la cuisson. Une cuisson qui va durer une dizaine de minutes. Ces différentes étapes confèrent à l'attiéké toute son originalité. Une semoule qui a su s'imposer comme le mets le plus exporté de Côte d'Ivoire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'avoir été fidèles à suivre cette édition du journal. Restez fidèles sur Béni TV. À très bientôt.